Coucou mon pompon. Oui, je sais, j'ai un peu trop fait la mariole. Bon, j'ai 82 ans, faites avec. La mariole, donc, la semaine dernière, en me vantant d'avoir bien calé l'épisode sur double face sur le nombre 22. Me voilà bien attrapée de me l'être ainsi pété. Que n'ai-je pensé à consacrer l'épisode 21 à notre héros du jour, Sherlock Holmes, rapport à son adresse mythique de Baker Street. Oh non, je suis chiffon. Mais bon, je vais pas attendre le 221 pour tomber vraiment pile-pile. Oui, je sais, c'est 221 bis. Arrêtez d'être prom duck comme ça, sinon ça va être long pour tout le monde. Aujourd'hui, mon pompon, je vais donc te parler du détective le plus célèbre du monde, Nestor Burma. Quoi ? Non, enfin mon pompon, t'as pris un coup de chaud ou bien ? Oh ben non, Captain Geoffroy, je sais, le plus grand des détectives. Oui, c'est lui, Sherlock Holmes, le voici. Oh ben mon pompon, cette ref au générique du dessin animé ne va parler qu'aux personnes âgées, mais je te remercie, c'est une petite madeleine pour moi. Or donc, Sherlock Holmes, oui, mais pourquoi donc, me diras-tu, la truffe pointée vers le ciel d'été, tentant de discerner dans les nuées au ventre rose et bombé, traversant comme tant d'oasis son désert de bleu aride, et nonobstant céruléen, la promesse d'une ondée qui pourrait étancher ta soif irrémédiable de réponse. Si, c'est ça que tu fais, mon pompon, ne nie pas. Eh bien, précisément, mon lapin, pour ses qualités d'observation hors du commun, puisque dans cet épisode, nous aborderons l'exercice appelé l'objet de concentration, et il me fallait bien convoquer la crème de l'œil de lynx pour l'incarner. Alors, ce qui est remarquable avec Sherlock Holmes, en dehors de ses caractéristiques de personnage en tant que tel, c'est qu'il est complètement sorti du cadre de personnage, justement. Je ne sais pas si le fait que ses aventures soient contées, sauf à la toute fin, mais bon, on n'est plus tellement dans le canon holmesque à ce moment-là, les aventures du détective sont presque toutes contées par son comparse Watson, et qu'il s'agisse donc déjà d'une sorte de récit biographique, si ça y est pour quelque chose, mais en tout cas, Holmes vit dans la vraie vie, et pas seulement dans les nouvelles d'Arthur Conan Doyle. Je ne suis pas en train de te parler du fait que ces histoires aient été adaptées sur tout type de médias, de la BD au cinéma en passant par de multiples séries ou les jeux vidéo, simplement transposées ou pastichées, modernisées, poursuivies, réinventées. Non, ce n'est pas seulement cela. Il ne s'agit pas non plus uniquement de son côté transgénérationnel. Tout le monde, ou presque, kiffe Sherlock. Il y a des niveaux de lecture et des supports pour tous les goûts, tous les âges, toutes les époques, oui, mais c'est vrai aussi pour d'autres héros, même si à ce point-là, c'est tout de même pas monnaie courante. Ce qui est frappant, c'est qu'il a une existence. Son adresse, 221 bis Baker Street, est son adresse IRL. Il y a des biographies holmésiennes, des vraies, qui tentent par exemple de rétablir la vraie chronologie des enquêtes. Holmes a le même statut que Jack l'Éventreur, par exemple, dans ce type de recherche, sauf que le meurtrier, lui, il a existé. La holmésologie est sa science dédiée. Je pense que c'est probablement l'essor des premières fanfictions. On utilise dans le vocabulaire commun des expressions qui lui sont attribuées, dont la plus célèbre, élémentaire, mon cher Watson, qu'il n'a jamais dite. Et non, c'est une contraction de deux termes qu'il a employés. Mais cela tient davantage d'une sorte de résumé de ce que renvoie le personnage, de cliché de sa manière d'être recomposé par ses fans. Oui, mais c'est ça qui reste. Même élémentaire, qu'il n'a utilisé que 2 fois, c'est très peu, est identifié au point d'avoir entraîné le choix du nom Elementary pour l'une des séries où on transpose ses aventures à l'époque actuelle. En gros, plus que jamais, ce personnage vaut pour l'empreinte qu'il laisse dans l'inconscient collectif, bien plus que pour le cadre de l'œuvre littéraire dont il est issu.
Ça me fait un peu penser aux personnages de Balzac qui se croisent en réseau au fil des romans, tantôt premier rôle, tantôt simple figurant, mais toujours avec une vraie cohérence dans son parcours et ses interférences avec celui des autres. C'est comme si tous ces gens-là poursuivaient leur vie indépendamment des pages du livre et qu'on se contentait de les retrouver en cours de route presque inopinément. Il y a vraiment de cela dans Holmes. Ça et aussi l'art de se la péter. C'est un petit stéréotype de détective stylax, ça, le besoin de montrer sa supériorité tout en étant agacé par l'infériorité des autres, aka l'inspecteur Lestrade, ou même ce pauvre et patient Watson qui semble souvent servir de faire-valoir, même si en vrai pas tant, nous y reviendrons, calme-toi mon pompon. On retrouve exactement la même recette chez Hercule Poirot et son célèbre rassemblement des 6P. Quelle théâtralité! Coup classique! Jessica Fletcher fait tout pareil. Si tu as 82 ans comme moi, tu te souviens forcément d'Arabesque et de son générique, et de la dame aux yeux de chouette et aux cheveux courts coiffés en chignon, comme s'il y avait des veuches à mettre en chignon. Une époque, un délire. Tu t'en souviens, toi, Catchy? Eh ben oui, bien sûr, on terminait la croisière s'amuse et on zappait sur Arabesque. Ah oui, la croisière s'amuse, racisme et misogynie à tous les étages du Love Boat. Oh ben dis, le Sherlock, c'est pas le dernier pour le sexisme, franchement. C'est pas faux, ça, Cathy. Mais ça me ramène justement à ce que je disais. Holmes a une piètre opinion du genre humain en général. C'est autant sa souffrance que son kiff. Personne ne va assez vite pour lui. Il est donc condamné à être une Formule 1 au milieu de tricycles. Mais lorsqu'il est dépassé, c'est insupportable. Son frère, Mycroft, déjà rien que dans les prénoms, on avait un goût pour la distinction du reste de la basse-cour chez les Holmes, visiblement. Son frère Mycroft, donc, a des talents supérieurs aux siens, gâchés, selon Holmes, par la corruption des plaisirs vains des clubs de gentlemen et le conformisme des hautes instances auxquelles il se plie. C'est peut-être cela qui fait du détective une telle rockstar. Il refuse le conformisme. Ce qu'il déteste en général chez les femmes, c'est qu'elles incarnent, bien malgré elles, le joug social qui les abétit. Quand on regarde plus en détail, le mépris de Holmes est assez égalitaire question genre. Et il a plus souvent reconnu à des femmes une vraie finesse, une intelligence, des qualités de stratège qu'aux hommes parmi lesquels quasiment aucun n'a reçu autre chose que son ennui au fil des aventures. C'est davantage la place de biche écervelée et effarouchée qui l'agace. C'est toute la rigidité abrutissante du Londres de la fin du 19e, début 20e qui le révulse. La police, nulle. Les hautes instances et le masque des hommes de la haute société, indécent. Qui a sa confiance? L'égarement des bas-fonds dont il a fait ses meilleurs espions, sa vieille logeuse, Madame Hudson, qui lui sert de figure maternelle, un ancien soldat traumatisé entièrement au service du respect de la vie en la personne de John Watson, son compagnon, ami, frère, même Irene Adler, son seul love interest, à l'exception de Watson maybe, une demi-mondaine, semi-espionne à l'intelligence redoutable qui incarne la femme à brûler vive par excellence. Et enfin, qui est l'obsession de sa vie, le seul dont il tolère le génie rival, son miroir? Moriarty. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais si l'adage qui dit qu'on peut définir les gens par le choix de ceux qui les entourent est vrai, ben le gars Holmes m'a l'air d'un sacré punk. Et justement, il y a un sacré revers de médaille à cet esprit brillant. Si on créait le personnage de Holmes aujourd'hui, on le présenterait sûrement comme une personne neuroatypique. Comprends-moi bien, mon pompon, je ne suis pas en train de poser un diagnostic, j'en serais bien incapable. Mais on peut voir se dessiner des fonctionnements très proches des troubles du spectre autistique, du TDAH ou encore des troubles obsessionnels compulsifs. On parle de représentation par la fiction ici. Holmes n'est pas ce qu'on pourrait qualifier de nuancé comme héros. Donc je vais moi-même être très grossière dans les contours que je m'apprête à esquisser pour illustrer mon propos. Garde-le bien en tête, je ne fais pas une description clinique. Voici quelques pistes. Entrer dans les petites interactions du quotidien.
small talk, ce qu'on considère communément comme le petit babillage courtois quand on croise ses voisins, etc. C'est non pour Sherlock, qui est en outre extrêmement frontal, car il énonce des faits sans les emballer, au grand désespoir de Watson, qui est souvent gêné par son comportement en société. Le fait-il pour blesser ? Non. Il ne voit pas pourquoi la vérité doit passer par un centre de tri et de relooking avant d'être exposée, c'est tout. Centre d'intérêt ultra spécifique et intense, genre les abeilles, la couleur des encres, etc. Yes, check. Se lasse et s'ennuie très vite et a besoin de stimulation constante? Yes, indeed. Holmes est malheureux comme les pierres sans enquête et sombre dans de longs épisodes dépressifs ainsi que dans diverses addictions pour tenter de retrouver la dose d'endorphine que lui procure la confrontation au mystère. N'exprime pas ses émotions de manière démonstrative, mais est traversé sans cesse par les injustices du monde au point que le bruissement constant du mal lui est intolérable, ben oui. C'est aussi pour cela qu'il a recours à la coco et aux opiacés, entre autres. C'est pour, dit-il, s'extraire des platitudes de l'existence, mais aussi pour prendre du recul, de la hauteur, faire un pas de côté. Ne te gaffe pas de fraises tagada dans le même but, mon pompon. Il n'y a pas de bonne addiction. C'est d'abord une maladie, être addict. Et c'est terrible parce que ça teinte tout ton rapport au monde, en plus de bousiller ta santé physique au passage. Là, je te dis les raisons invoquées par le personnage pour avoir recours aux drogues. Mais aucune n'est valable puisque toutes rendent le monstre qu'elles prétendent museler plus puissant. Donc pas touche. Nous l'avons vu tout à l'heure, Holmes est tout sauf conventionnel. Il voit les choses différemment, à commencer par les scènes de crime bien sûr. Mais il a aussi une conception très personnelle de ce qui est juste, à la différence de Watson, qui est intrinsèquement la voix des codes sociaux. Les deux amis sont en désaccord profond quant à leur rapport au système judiciaire, par exemple. Pour Holmes, s'il est certain que livrer un coupable à un procès entraînera immanquablement une injustice, puisqu'en réalité le crime qui a été commis était justifié, entre guillemets, répondait à une réaction à la violence, presque à de la légitime défense, eh bien il trouve évident de laisser filer l'accusé. Alors que pour Watson, il est impossible de se substituer à la loi et à l'appareil juridique dans lequel il place toute sa confiance pour démêler le vrai du faux. Holmes est finalement beaucoup plus organique et humain dans sa manière de traiter les protagonistes de ses enquêtes que le bon docteur procédurier. D'ailleurs, au-delà de son goût pour la justice selon son prisme et pour les mystères, Sherlock est aussi en quête de frissons. Il tait ses émotions, mais il n'est que réaction à ses sensations. Sans oublier qu'il exprime toute sa sensibilité artistique dans la virtuosité de son violon, comme si cet instrument se substituait à la voix de ses ressentis inexprimés. Holmes est un être hypersensible en réalité, pour qui la vie est une peine. En cela, c'est presque un personnage romantique, au sens littéraire, lyrisme et émotion extrême, pas fleurs, chocolat et lit de rose. Ce qu'il cherche, c'est le frisson, te disais-je. Il flirte sans cesse avec la mort, incarné longtemps par son antagoniste, Moriarty, anagramme presque parfaite de mortuary. C'est d'ailleurs ainsi que Conan Doyle pensait achever la légende holmésienne. L'auteur souhaitait mettre un terme aux aventures de ce héros à qui il avait déjà consacré beaucoup d'années. Lors de sa dernière confrontation avec son ennemi juré, il offre une conclusion sublime avec la mort commune des deux faces de la même pièce. Aucun ne surpasse l'autre et leur obsession l'un pour l'autre les mène à accepter le dernier plongeon, ensemble, dans les chutes du Reichenbach. Magnifique point final. C'était parfait. Et cela offrait enfin le repos tant attendu par l'enquêteur, disparaître du monde en le débarrassant du mal incarné, tel un messie aux ailes brûlées. Bon. Le pauvre Conan Doyle n'a pas eu d'autre choix que de reprendre son œuvre sous la pression populaire, quand je te dis qu'il fascine les foules, ce perso. Après le grand hiatus, comme on appelle ça, c'est le retour de Sherlock Holmes. Il n'était pas mouru, un messie, je vous dis.
Après cette pause, l'auteur va calmer le trouble de son héros et le confronter à quelque chose de pire que la mort à ses yeux, la perte du contrôle de son esprit. Pour le fun, et toujours empêtré dans son rapport romantique avec la mort, Holmes choisit de rester dans une pièce dont il sait l'air empoisonné par une drogue puissante. Sauvé de justesse par Watson, il met du temps à reconnaître son ami et prend conscience qu'il le blesse par son comportement autodestructeur, mais aussi de l'horreur de perdre la raison au sens propre. Cet épisode sera la première marche vers son sevrage. Watson n'est pas son faire-valoir. Il est celui qu'il aime, peu importe de quelle manière on s'en fiche. Et, même s'il sait rarement le lui dire, il admire plus que tout l'ancrage de son ami dans le réel, son empathie infinie pour ses semblables, sa dévotion au bien commun, et aussi son courage, car Watson, lui, craint la mort, mais il se tient toujours, pourtant, aux côtés du détective pour l'affronter. Watson est un bel humain. Il est le phare qui rappelle à Holmes pourquoi cela vaut la peine de souffrir le monde pour le sauver. C'est sans doute la somme de toutes ces imperfections, entre guillemets, qui rendent Holmes si sympathique aux yeux du lecteur ou du spectateur. S'il ne restait que l'esprit sublime qu'il est, d'ailleurs un petit peu comme Hercule Poirot, je trouve qu'il n'a pas du tout le même capital sympathie, à mes yeux en tout cas, que Holmes, finalement le lecteur l'admirerait, oui, comme une espèce d'icône parfaite, etc., mais n'aurait pas de lien réel avec ce personnage. Or ici, ses luttes contre l'addiction, son inadéquation sociale, le fait que souvent ils disent tout haut des choses qu'on a peine à dire soi-même alors qu'on est nombreux à ressentir ce type de gêne, de défiance, de sentiment d'injustice en société. Cette difficulté parfois à garder un visage compassé parce que c'est la bonne manière de se tenir, etc. Il y a un côté très libre chez Holmes qui crée aussi une forme de soupape quelque part presque cathartique pour le lecteur ou le spectateur. C'est ça aussi qui le rend plaisant, ce personnage. Et puis, quand même, venons-en à ce qui provoque l'admiration incroyable du lecteur, spectateur, etc. C'est son incroyable capacité à retenir un nombre d'informations folles dans ce qu'il appelle son palais mental. Tout est classé, tout est organisé, tout l'intéresse, tout est minutieusement nomenclaturé, comme je te disais tout à l'heure, la couleur des encres, la forme des empreintes, que signifie la présence ou l'absence de tel ou tel bouton de manchette, c'est l'ensemble de ces éléments d'observation qui lui permettent d'arriver à des conclusions aussi percutantes. C'est pas de l'intuition, même si en réalité il est loin d'en être dépourvu, puisque très souvent son instinct lui fait tout de suite savoir en qui il peut avoir confiance ou non, à qui il peut se fier, etc. Mais lui, il va mettre tout ce que nous, on appelle l'intuition, le sixième sens, une connaissance de l'humanité, etc. Il a un rapport très scientifique avec tout cela, puisque pour lui, ça n'est que la somme des informations qu'il a déjà digérées, qu'il n'a pas forcément d'ailleurs toutes conscientisées, mais c'est son expertise en détail qui lui permet justement d'avoir ce rapport au monde et aux autres extrêmement précis, extrêmement juste. Aujourd'hui, je te proposais de parler de l'exercice de l'objet de concentration qui convient très bien à notre personnage du jour. D'abord parce qu'il permet d'accroître la concentration pour améliorer sa mémoire, parfait, et puis aussi évidemment parce qu'il permet d'entraîner ses capacités à l'observation et à se pencher sur un seul point, un seul détail presque à la fois. C'est intéressant comme exercice parce que ça permet bien évidemment tout simplement de savoir se concentrer, ce qui peut être très important, mais aussi d'être en mesure de se recentrer. C'est ce qu'Holmes a bien du mal à faire, en tout cas à l'état naturel, à essayer de ne plus être
en éparpillement permanent de son esprit, mais tout rassemblé à l'intérieur. Et ça permet aussi d'ailleurs souvent d'aider à installer le calme, puisqu'on se pose sur une observation à la fois. C'est intéressant puisque ça permet également de maîtriser ses pensées pour canaliser ses pulsions, par exemple, ou trouver le sommeil. Vous noterez que c'est exactement l'utilisation que Holmes fait de ses capacités d'observation. C'est ce qui vient lui apporter une bouffée de répit dans ses journées, puisque enfin il se concentre sur une chose, sur son enquête, et cela lui évite d'avoir tout le mal-être habituel, toutes les pensées en vrac qui lui viennent à l'accoutumée. Donc justement, il se sert exactement de l'observation pour remplacer, alors de moins en moins au fil des épisodes, c'est ce qui est bien vu par Conan Doyle, c'est que la drogue finit par tout manger, mais pendant un temps en tout cas, c'est où il enquête, où il prend des substances. Pas forcément les deux à la fois, puisque l'enquête vient remplacer, vient lui apporter ce qu'il recherche en réalité. Et permet du coup de canaliser ses pulsions, de lui conférer un instant de calme dans son esprit. En revanche, on ne se sert pas du tout de l'objet de concentration pour développer la confiance en soi ou l'estime de soi. Ça, on est bien d'accord que Holmes en manque peu. C'est pas la modestie qui l'étouffe, ce personnage. Et puis, c'est pas non plus un exercice qu'on va utiliser pour augmenter l'adaptabilité aux situations. Et ça correspond très bien aussi au personnage de Holmes, qui est finalement peu adaptable et n'a guère envie de l'être dans tout son anticonformisme dont on a parlé auparavant. Alors, je te propose maintenant de pratiquer, si tu en as envie, l'objet de concentration. C'est un exercice qui va se pratiquer complètement assis et qui ne va nécessiter aucun mouvement. Donc, prends juste soin de trouver quelque chose de confortable sur lequel t'asseoir. Si tu n'es pas en mesure de te tenir en position assise, ça peut complètement se faire en position allongée, ça ne pose aucun problème. Donc, si tu ne peux pas ou si tu préfères, tu peux très bien te mettre allongé. Alors, tu vas voir que c'est un exercice de relaxation dynamique un petit peu différent de d'habitude, puisque là, on va déjà quand même un tout petit peu se relaxer, mais vraiment à peine, on n'est pas dans une sophronisation, avant de passer à l'observation. Donc, c'est beaucoup plus calme et ça permet justement déjà presque de travailler la visualisation. C'est un exercice qui peut être très pratique justement pour les personnes qui ont du mal à visualiser dans les exercices de sophronisation, parce que justement il entraîne notre esprit à vraiment se focaliser sur des points de détail, à les recréer, à s'attacher à quelque chose de concret qu'on connaît, un objet du quotidien, n'importe lequel, et justement de s'appuyer sur cette connaissance pratique, j'allais dire, expérimentale, empirique qu'on a de cet objet pour laisser notre esprit construire sa représentation très fine, très en détail au fur et à mesure. Donc c'est vraiment un exercice que je conseille pour toutes celles et ceux qui ont un petit peu de mal habituellement avec les visualisations, à imaginer un lieu, imaginer des sensations, etc. Entraînez-vous avec ça, ça peut vraiment vous aider justement petit à petit à développer cette capacité-là dans votre esprit au fur et à mesure. Donc pas d'interdiction aujourd'hui. Si tu as envie de pratiquer, bien tu es le bienvenu. Je te laisse le temps de t'installer sur ta chaise, sur ton fauteuil, dans ton canapé, dans ton lit, sur ton tapis de yoga, où tu le souhaites. Et si tu es prêt, mon pompon, tu peux fermer les yeux. Prends déjà le temps de bien te caler sur ta chaise. N'hésite pas au fur et à mesure de l'exercice à modifier ta position si tu ressens un petit inconfort ou une gêne. Pense à te débarrasser dès maintenant de tout ce qui pourrait te gêner, te créer un inconfort. Et referme les yeux si tu viens de le faire. Et puis laisse un petit peu le temps à ton corps de se détendre sur la chaise.
Laisse ta tête devenir un petit peu plus molle. Laisse ton cou s'assouplir. Laisse tes épaules s'abaisser doucement. Laisse tes bras se relâcher le long du corps. Pose tes mains doucement sur tes cuisses. Colle bien le dos au dossier et laisse-le s'arrondir légèrement. Relâche bien ton bassin et sens tes jambes toniques mais détendues. Prends une longue inspiration par le nez et souffle doucement. Laisse maintenant venir à toi l'image d'un objet, n'importe lequel. Accepte la première image qui te vient sans la juger. Imagine que cet objet flotte devant tes yeux. Prends le temps de l'observer avec précision. Observe ses contours, ses formes, ses volumes. Prends le temps d'observer ses couleurs ou les jeux d'ombre et de lumière. Détaille les parties plus brillantes ou plus mates. Observe les motifs s'il y en a, les effets de matière. Tu peux tourner cet objet de droite à gauche. Observe-le du dessus et du dessous. Porte attention aux différences ou aux ressemblances de ces formes sous ces différents angles. Imagine là où les textures de cet objet. S'il est froid, chaud, moelleux, rigide. Imagine le volume et le poids de cet objet. Essaye maintenant de porter attention à tous les petits détails minuscules que tu peux voir apparaître sur sa surface. Accueille l'ensemble de tes ressentis à l'observation de cet objet. Et prends conscience de ta capacité de concentration. L'exercice est à présent terminé. Tu peux ouvrir les yeux. J'espère que cet épisode t'a plu et comme d'habitude, je te dis à lundi prochain et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton mon petit pompon.